Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour vous partager 5 titres que j'ai lus pendant l'été et qui pourraient potentiellement rejoindre votre pile à lire estivale. Il y en a pour tous les goûts, j'ai pris du contemporain, de la romance, de la fantaisie, de l'imaginaire. Donc normalement vous devriez trouver votre compte. C'est vraiment 5 titres qui sont tous très différents. Vous pourrez aussi les offrir, pourquoi pas, en cadeau, les prêter à d'autres personnes, les dénicher dans les librairies ou les bibliothèques des endroits où vous partirez cet été, si vous avez la chance de partir évidemment. C'est des livres qui ont marqué mes étés à moi ou les périodes un petit peu plus estivales et que j'ai particulièrement apprécié lire dans ces périodes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus ensoleillées et un petit peu plus légères aussi, parce que qu'on parte en vacances ou pas, l'été a une saveur un petit peu particulière et je trouve que ces livres-là sont parfaits pour être lus dans ces moments-là. Le premier que j'ai décidé de vous présenter, c'est un livre qui est normalement classé en littérature jeunesse, mais que je pense devrait être lu par beaucoup plus de monde. C'est un livre qui est tellement poétique, tellement beau, tellement juste, qui a une ouverture d'esprit incroyable. Je vous en avais parlé dans mes vidéos de Bookshelf Challenge, puisqu'il a quand même marqué ma vie de lectrice, et j'avais décidé de vous présenter un autre titre à l'époque. Sans plus tarder, je vais vous le présenter. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. J'espère que je n'écorche pas le nom de cet auteur. C'est un livre qui est extrêmement beau et charmant, agréable et qui donne une bouffée d'air frais, de sourire, de positivité et de bienveillance. On va suivre dans ce livre Aristote, qui est un jeune garçon, un lycéen, pendant les vacances scolaires d'été, et qui va rencontrer Dante, un autre jeune homme lycéen lui aussi, qui étudie dans un autre lycée. Et ces deux jeunes hommes vont se trouver à un moment de leur vie où ils sont un petit peu perdus, ils savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent être, ils sont pas forcément en accord avec ce qu'ils ressentent et ils vont se trouver là, l'un avec l'autre. Ils vont d'abord s'aimer très fort en amitié, et une amitié qui va être tellement forte qu'elle va un petit peu déborder et déboucher sur une très belle histoire d'amour. Vous l'aurez donc compris, c'est une histoire de romance homosexuelle qui se passe dans les années 70-80. En tout cas, c'est des années qui étaient voilà, très difficiles pour les couples homosexuels et s'assumer en tant que tel. J'ai plus exactement les années en tête, mais on est à peu près au moment des manifestations contre le sida, voilà, de la liberté un peu de s'assumer en tant qu'homosexuel. Et donc on va suivre ces deux jeunes hommes, un qui assume complètement son homosexualité, un autre qui va la découvrir un petit peu par hasard, qui va pas forcément savoir quoi en faire. Et c'est juste une histoire splendide, extrêmement touchante, où on voit vraiment l'innocence de l'enfant mêlée à la maturité d'un adulte, la complexité d'un adolescent finalement, et c'est ça qui m'a énormément plu. La plume de l'écrivain est absolument fantastique, je n'ai jamais retrouvé ce style de plume, c'est extrêmement poétique. Toutes les phrases peuvent devenir des citations, littéralement, vraiment. Je vous laisserai voilà, y jeter un coup d'œil, ne serait-ce qu'en librairie ou en bibliothèque. Ouvrez, peu importe la page, vous avez des phrases extrêmement belles. Une histoire qui est très bien rythmée, un très bon dynamique. Honnêtement, on ne s'ennuie absolument pas. C'est très doux, c'est très léger, c'est très réconfortant à lire au bord de la plage. C'est juste un petit bonheur.
et on va quand même traiter de sujets qui sont très importants avec justesse. Encore une fois, je trouve que ça représente vraiment très bien la complexité que peuvent vivre ces personnes plus largement exclues de la société, parce que là on parle de l'homosexualité, mais on va aussi parler de racisme, on va aussi parler de sexisme, de différence en fait en général, et c'est ça moi qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait que peu importe la différence, il faut assumer sa différence et il faut se battre pour que cette différence soit acceptée dans la société, parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux nécessairement, mais c'est pas pour ça que la vie doit être plus difficile pour les uns que pour les autres, et c'est juste en se soutenant qu'on arrive à accéder à ce qu'on veut. Donc ouais, c'est ça qui m'a le plus touchée, et je me souviens l'avoir lu quand j'étais moi-même lycéenne et que je me posais mille et une questions sur qui j'étais, qui je voulais être, ce que je voulais faire dans la vie, qui je voulais devenir, et j'avais trouvé beaucoup de réconfort dans ce roman, donc je pense que c'est pour ça qu'il est classé au rayon jeunesse. Néanmoins, même pour les adultes qui soient parents ou non, c'est juste un pur bonheur, et je pense que ça peut aider aussi certains adultes à mieux comprendre les jeunes générations qui sont parfois un petit peu incomprises et qui peuvent parfois être un petit peu agressives dans leur manière d'exprimer les choses, mais c'est juste parce qu'elles sont pas comprises, et ce roman-là, je trouve, exprime très bien aussi ce fait-là. Donc écoutez, je vous le recommande évidemment chaleureusement, sinon il ne serait pas dans cette sélection. Mais voilà, s'il y a vraiment un seul terme à retenir de ce livre, ça serait poétique. En tout cas, c'est celui que je retiens moi des années après l'avoir lu. Vraiment la plume poétique. Et il y a eu un deuxième tome, d'ailleurs, qui est tout aussi beau, tout aussi bien écrit. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le deuxième tome était moins bien que le premier, que c'était une pâle copie. Je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'est la suite logique. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un deuxième tome, parce qu'à la fin de celui-ci, voilà, il y a une fin. On peut penser ce qu'on veut, on peut aller chercher les réponses qu'on veut, mais il y a quand même une fin. Et j'étais juste trop contente de pouvoir les retrouver à nouveau. Je l'ai lu du coup des années après, puisqu'il est vraiment sorti très longtemps après le premier, et j'étais juste extrêmement heureuse de me replonger dans ce monde tellement beau et tellement, encore une fois, poétique. La plume est toujours aussi belle, que ce soit dans le premier ou le deuxième tome, donc si vous hésitiez à vous lancer dans le deuxième tome parce que le premier vous a beaucoup plu, n'hésitez plus, cet été c'est le bon. Commencez le deuxième tome d'Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, parce qu'il est, pour moi, il m'a encore plus parlé, parce que les personnages avaient évolué et étaient en accord avec les questions que moi je me posais à l'époque. Donc du coup, il a encore plus résonné, un petit peu comme le tome 1 que j'ai lu, qui a beaucoup résonné en moi parce que je me posais les mêmes questions. C'est juste deux chefs-d'œuvre absolument splendides. Je vais passer au deuxième titre, qui est complètement différent, qui pour le coup est classé au rayon des adultes, et je pense qu'il est plutôt fait pour les personnes à partir de 16 ans, 16-18 ans, parce qu'il est assez dur aussi, il va traiter de sujets assez importants je trouve, et c'est un livre, j'ai eu la chance de le recevoir en une édition collector, donc je suis trop contente. Un livre de Taylor Jenkins Reid, pardon, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui, très honnêtement, et j'étais assez intriguée de savoir de quoi il parlait, puisque beaucoup de personnes m'avaient dit dans mon entourage qu'il était génial. J'avais entendu dire sur internet que c'était voilà, sublime, j'ai vraiment entendu aucune critique négative, et du coup je me demandais ce qu'il y avait derrière ce roman qui était si parfait finalement, parce qu'il correspondait à beaucoup de styles de lecture et de lecteurs et de lectrices aussi. Et écoutez, c'est un sans faute, et je pense que c'est dû à la plume extrêmement dynamique. Encore une fois, on est toujours tenu en haleine tout le long du roman.
on se demande où l'écrivaine veut nous emmener, le dénouement un petit peu de toute l'intrigue qui se tisse petit à petit au cours de l'histoire. C'est ça en fait qui nous tient en haleine. Quand l'histoire, on va dire, principale qui se passe dans le présent est un peu plus monotone, c'est l'histoire qui se passe dans le passé qui nous tient en haleine et inversement. Donc en fait c'est vraiment ça qui fait, je pense, le succès de ce roman. Pour ma part, j'ai adoré évidemment la description des années, je dirais années 50 plutôt, 50, 60, d'un Hollywood un petit peu alternatif puisque ce n'est pas une histoire vraie, pas du tout. Les personnages sont complètement tous fictifs mais ils auraient pu exister et je pense que c'est ça aussi qui plaît énormément au lecteur, c'est que c'est une histoire qui aurait complètement pu être vraie et on a envie que ces personnages soient vrais, qu'on puisse les voir dans la vraie vie. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait ce succès si particulier. Donc on va suivre une actrice dans les années 60 qui arrive à Hollywood, une actrice noire. Et elle va devoir percer dans ce monde qui est extrêmement sexiste, extrêmement raciste, extrêmement homophobe. Là encore, on va traiter du coup de ces sujets, mais avec un petit peu plus de maturité, je dirais. Et on va traiter de la question d'avoir une carrière plutôt qu'une vie personnelle. Et je trouve que c'est très juste. Moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est extrêmement beau, extrêmement bien écrit. Là aussi, la plume est un petit peu moins poétique, mais il y a quand même des phrases que j'aurais pu souligner pour mettre en citation parce que c'est des phrases qui sonnent très justes, très vraies et il n'y a pas de fausses notes en fait, vraiment pas de fausses notes. Il est au rayon adulte, comme je le disais, parce qu'il va traiter de sujets assez difficiles avec beaucoup de maturité et il y a également des scènes d'agression sexuelle / viol et c'est ça aussi qui fait que forcément on peut pas lire quand on est mineur ou quand on est un petit peu moins mature sur ce point-là. Ces scènes-là m'ont pas du tout dérangée parce qu'elles sont faites de manière à être très justes. Elles sont pas vulgaires ou extrêmement extraverties. Elles sont très sournoises et décrites un petit peu très très discrètement et ça donne aussi cette impression que à l'époque finalement ces scènes-là à Hollywood, il fallait pas que ça se sache, il fallait que ça reste derrière les fenêtres, derrière les portes et fermé à clé et c'est ça en fait vraiment que j'ai trouvé aussi très juste dans les descriptions qui peuvent parfois être un petit peu dures de ces scènes ou des situations qui en découlent. Les relations, parlons des relations, elles sont juste incroyables, très honnêtement. On a une amitié entre deux protagonistes qui est juste, c'est une amitié je pense comme on en a rarement dans une vie. C'est une amitié qui dure sur plusieurs années, une amitié qui est tellement forte que ça devient une famille et ça reste une amitié brute. Il n'y a pas de romantisme du tout qui est développé dans cette relation. On reste sur une amitié tout du long pendant des années et des années. Et c'est ça je trouve qui est très beau. Cette relation là est juste magnifique et évidemment on a une autre relation qui elle pour le coup va être de l'amitié et qui va un petit peu évoluer vers autre chose, un amour qui est difficile, un amour pas impossible mais très compliqué à accepter dans la période, l'époque, les codes de ces années-là et je trouve que c'est pareil, extrêmement juste et extrêmement bien écrit. C'est je dirais un roman qui est il faut aimer quand même les romans un petit peu historiques parce qu'on va être plongé dans les années 60, 70, 80 après on suit toute la vie de cette actrice Evelyn Hugo au cas où on n'aurait pas compris et c'est ça en fait qui va vraiment dicter tout le long du roman. C'est sa vie à elle et c'est 7 mariages qui ont un petit peu façonné sa personnalité et fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui.
et enfin qu'elle est aujourd'hui, à l'époque du livre évidemment. Et j'ai trouvé que la fin était un petit peu convenue. C'est pas un livre qui va vous surprendre plus que ça, mais c'est un livre qui est très addictif. On a envie de tourner les pages sans s'arrêter et qui décrit extrêmement bien une époque avec certes des personnages et des environnements complètement fictifs, mais qui pourraient très bien être vrais. Et c'est ça que j'ai adoré en fait. C'est vraiment ce côté-là un peu vrai de ce roman et la description des relations qui est juste incroyable. Encore une fois, livre à lire au bord de la plage pour voilà coller un petit peu à cette ambiance Los Angeles hollywoodienne. C'est je pense parfait. Et en plus de ça, même si ça va traiter de sujets difficiles, elle le fait avec légèreté et justesse. Donc ça prend pas forcément la tête pour plusieurs semaines. Il laisse une marque quand même. Evelyn Hugo ne nous laisse pas indifférents, clairement. C'est un personnage qui est très charismatique, même à travers les pages. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais rencontré, mais on a l'impression de l'avoir déjà vu en film, en photo, en interview, tout ça. Elle est très très charismatique et je pense que c'est pour ça que c'est un livre parfait pour cet été. Très honnêtement, il mérite tout son succès, clairement. Je vais ensuite passer à une lecture complètement différente de ce que je vous ai présenté jusque-là, puisque c'est une lecture science-fiction qui me faisait très 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 peur. C'est une lecture science-fiction qui se passe dans un milieu extrêmement chaud. C'est pourquoi je pense qu'il est tout à fait acceptable de le lire en été pour s'immerger à 100% dans l'environnement de cette saga. Il s'agit de la saga Dune de Frank Herbert. Donc là j'ai le tome 1, livre 1. Et je dois dire que j'ai le livre 2 dans ma pile à lire et je n'arrive toujours pas à me motiver à lire ce livre 2. Le premier tome, je l'ai lu donc en plein été et il me faisait extrêmement peur puisque c'est de la science-fiction assez poussée. Je n'ai jamais lu de science-fiction. J'ai vu le film, j'ai adoré les deux films d'ailleurs. Je trouve que c'est des chefs-d'œuvre splendides. Mais j'avais très peur puisque c'est très philosophique. J'avais entendu dire qu'il fallait quand même s'accrocher assez durement à son siège pour suivre ce roman. Je confirme que c'est assez difficile. Si vous avez déjà vu le film, ça aide beaucoup. Moi, ça m'a énormément aidé. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout été perdue. Au contraire, j'ai trouvé que c'était assez clair. La plume est très belle. Enfin, c'est un écrivain qui n'a plus ses preuves à faire, clairement. Mais j'ai pas trouvé que ça... J'ai pas trouvé que ça a été lourd, trop philosophique, trop pompeux, trop... Vous voyez, j'ai trouvé que c'était quand même assez fluide. J'ai mis quand même un certain temps à le lire et je me souviens que j'avais vraiment programmé un petit peu cette lecture. Je sais pas que je me forçais, mais je me disais ok, aujourd'hui il faut quand même que je lise 20 pages, 30 pages, 40 pages, 50 pages pour être sûre d'en venir à bout parce que j'avais vraiment peur d'abandonner en fait et franchement il s'est lu tout seul. J'ai pas eu à me forcer pour lire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment deux parties dans ce roman. Je dirais que la première partie présente vraiment l'organisation, le système, le monde en tant que tel, comment tout fonctionne. Donc c'est là où il faut vraiment s'accrocher parce qu'il y a beaucoup beaucoup de détails. Mais en fait, même si on n'a pas compris et on n'a pas en tête tous les détails, tout est quand même repris petit à petit après dans le roman. Donc je trouve que c'est en ça que c'est assez facile parce que même si on n'a pas tout compris, on arrive à rattacher les wagons avec la deuxième partie qui elle est beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans voilà. Elle correspond de toute manière au deuxième film, donc beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans la prise de décision, il y a beaucoup plus de dialogue, ça va très vite, il y a une dynamique qui change, alors que la première partie c'est vraiment voilà tout l'arrivée des protagonistes, la présentation de chacun, des relations, des politiques, des gouvernements, des différentes organisations, donc tout ça est très lourd et c'est présenté d'un bloc
Je pense que c'est ça en fait qui fait un petit peu étrange de nos jours. On présente plus du tout les mondes comme ça d'un bloc, on les présente au fur et à mesure du roman et même de la saga. Mais ouais, franchement, une science-fiction qui est complètement abordable pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans le genre. Je trouve que c'est assez léger en termes de science-fiction. On n'est pas sur du Star Wars par exemple. C'est très poussé, ça reste de la science-fiction pour adultes. Mais en première science-fiction, je pense que ça peut être très bien, d'autant que les films sont quand même là aussi si jamais vous avez besoin d'un point pour vous ancrer et avoir une image un petit peu plus précise de ce que vous êtes en train de lire. Ça aide énormément parce que les films sont très très proches du livre, très honnêtement. Donc ça aide aussi beaucoup. Et honnêtement, c'est un genre que j'ai beaucoup aimé lire dans Dune. J'ai adoré honnêtement puisque j'ai lu la deuxième partie alors que le deuxième film n'était pas sorti. J'ai franchement adoré ma lecture et c'est pour ça que j'ai acheté le deuxième tome. Mais ce n'est pas un genre qui m'attire plus que ça non plus. J'ai passé un très bon moment. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à me lancer dans le deuxième tome parce que c'est juste pas ce que j'ai l'habitude de lire. Néanmoins, excellente lecture et évidemment, la période estivale est la meilleure période selon moi pour se plonger à travers ce désert complètement brûlant qui recouvre toute cette planète et ces monstres qui regorgent tout ce sable. Donc voilà, franchement, incroyable lecture. Et si vous hésitiez, si vous aviez un peu peur de vous lancer dans ce livre-là, mais qui vous attire malgré tout, honnêtement, c'est une excellente lecture qui ne devrait absolument pas vous faire peur parce qu'elle est réalisée avec brio, très honnêtement. On va changer encore une fois complètement de thématique. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que je lis beaucoup de romantécies. Donc j'avais envie de placer une romantécie. Mais c'est vrai que pour moi, les romantécies ne sonne pas particulièrement avec une saison plus qu'une autre. Je lis d'ailleurs assez peu de livres en fonction des saisons. Il y a forcément des livres, voilà, comme ce que je viens de vous présenter, qui me font me sentir plus en été, plus au printemps, plus en automne, plus en hiver. Mais globalement, je vais pas m'interdire de lire un livre qui se passe en été, en hiver. Voilà, c'est à peu près ça. Mais j'avais quand même envie de vous présenter une romantécie. Et les romantécies, c'est vrai, se passent sur plusieurs mois, voire années, donc on traverse un petit peu toutes les saisons. C'est souvent des royaumes qui n'existent absolument pas, avec potentiellement des saisons qui n'existent pas. Donc du coup, c'était un petit peu difficile de vous présenter une romantécie particulièrement estivale, mais j'ai décidé de prendre la romantécie dans laquelle il fait le plus chaud et avec des paysages qui, moi, me font particulièrement voyager au bord de l'eau, sur des plages incroyables, même si il faut pas non plus imaginer que c'est le paradis, loin de là. Et je parle évidemment du Pont des Tempêtes de Danielle L. Jensen. C'est une romantécie qui a fait énormément parler d'elle. Je ne vous la présente plus évidemment. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, on va suivre Lara. Lara qui va être envoyée et va être éduquée pour tuer un roi. Et à travers cette éducation, elle va être endoctrinée en fait à penser que son gouvernement est meilleur que le gouvernement de l'île d'en face, de l'île d'Itikana. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc j'ai oublié les noms. Terrible, il faudrait que je le relise, ça serait incroyable de le relire. Et donc elle va être envoyée sur l'île d'Itikana pour détruire complètement ce gouvernement en tuant le roi d'Itikana. Et pour ça, elle va devoir se marier à ce roi, donc Arène. Et il va s'en suivre une aventure complètement folle dans ce monde-là, dans cette organisation, puisque elle a été éduquée pour tuer ce roi. Vous vous doutez bien que les deux pays ne s'entendent pas extrêmement bien et que ce mariage est censé être une alliance un petit peu durable et pérenne. Et forcément, ça va pas forcément se passer comme ça.
Donc évidemment entre les deux personnages il va y avoir beaucoup de méfiance, beaucoup d'incompréhension, ils vont pas du tout se faire confiance au début, chacun va un petit peu jouer sur son terrain de jeu sans trop dévoiler ses cartes et petit à petit les choses vont trouver un petit peu leur place. On va avoir une relation qui va grandir de manière extrêmement plausible. J'ai pas trouvé que ça allait trop vite ni trop lentement, c'est tout à fait juste pour le coup et avec des prises de décision juste à s'arracher les cheveux clairement puisque nous on suit Lara et juste on a envie de s'arracher les cheveux avec elle parce qu'on voit les erreurs qu'elle fait, on voit qu'elle est à ça de comprendre qu'il faut arrêter tout voilà, et elle n'y arrive pas parce qu'elle est complètement endoctrinée, parce que voilà, c'est la propagande, elle a été éduquée depuis vraiment son plus jeune âge pour ça et finalement c'est très dur d'aller à l'encontre de tout ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant finalement et c'est ça je trouve qui a été hyper intéressant pour moi dans ce roman, c'est voir à quel point son cerveau est programmé pour quelque chose et à quel point elle a la capacité en fait de tout remanier, de tout rebasculer. C'est très difficile pour elle, mais que malgré tout, elle essaye d'y arriver et voilà, elle met vraiment toutes ses forces pour essayer de comprendre le bon du mal, le juste du faux. C'est incroyable. Voilà, une saga puisqu'il y a maintenant 4 tomes. Il me semble, une saga incroyable. J'ai lu pour ma part que les 2 premiers tomes puisque c'est les 2 tomes où on va suivre Lara et Aren. Les 2 autres, on suit 2 personnages différents et ça se passe en fait sur la même temporalité. Donc voilà, moi je voulais m'arrêter à Lara et Aren parce que ça a été un énorme coup de cœur. J'ai juste adoré cette saga. Je pense que ça se voit à mon visage. Franchement, je pense que je pourrais très bien la relire puisque comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu oublié les personnages, les noms des îles, etc. Donc je devrais être prête maintenant pour la relire et me laisser à nouveau surprendre par tout ça. Et franchement, oui, voilà, une plume incroyable et honnêtement une romantécie qui vaut vraiment le détour à lire en été particulièrement puisque comme vous le voyez par le titre, le pont des tempêtes, il y a des ponts donc il y a de l'eau, donc voilà, on est sur une île un petit peu paradisiaque où tout semble magnifique et voilà, être juste splendide, sauf qu'évidemment il y a énormément de secrets et de choses qui s'y cachent, qui sont pas forcément hyper agréables au quotidien, on va dire ça comme ça. Et non franchement, voilà, incroyable romantécie. Et même si vous n'êtes pas très familier du genre, on est sur une fantaisie très soft. Il n'y a pas de monstres, de créatures extrêmement, voilà, abracadabrantesques qui sont créés. On reste sur quelque chose d'assez simple. C'est vraiment les relations des personnages et la politique, le gouvernement qui fait tout le livre. Il y a des petites vibes de Game of Thrones. Voilà, pour vous donner une petite idée, il y a vraiment des petites vibes de Game of Thrones. Donc on va pas être du tout sur les elfes, les fae, tout ça. On est avec des humains et des guerres, de la politique, des gouvernements qui s'entretuent et qui essayent d'avoir le plus de pouvoir globalement. Donc si vous voulez vous lancer un petit peu dans la romantécie mais que vous n'êtes pas hyper fan de tout ce qui est imaginaire, fantasy, fantastique, ce livre-là pourrait être une très très bonne alternative. J'ai été coupée par mon chat qui a fait tomber ma caméra, décidément. Il est présent un petit peu dans toutes les vidéos, j'ai l'impression. On finit du coup avec le 5e et dernier titre de ma recommandation estivale. Et pour le coup, évidemment, en été, il y a énormément de romances qui sont lues, donc je ne pouvais pas ne pas glisser une petite romance dans toute cette sélection. Globalement, la plupart des romances que j'ai encore dans mes bibliothèques, c'est des romances que j'ai lues l'été. Je trouve que c'est une saison qui est assez propice à ce genre de lecture très légère, pas du tout prise de tête, où il va pas y avoir énormément d'engagement du côté de l'écrivain ou l'écrivaine. C'est très agréable à lire, très fluide, assez page-turner, donc voilà, c'est un genre qui a généralement le vent en poupe en été. Et pour ma part, une romance que j'ai adorée et qui pour moi sent bon l'été, que je relis quand
je ne suis pas en été mais que j'ai envie de me sentir dans un climat un petit peu plus, voilà, estival, la saga des Jeux interdits de Emma M. Green. Emma M. Green, c'est un duo d'écrivaines, donc qui est française d'ailleurs, elles sont toutes les deux françaises, extrêmement sympathiques à lire. Tous leurs romans sont incroyables. Très honnêtement, j'ai pas tout lu, mais tous ceux que j'ai lus, et j'en ai lu un bon nombre, sont incroyables. Ils sont toujours hyper légers, hyper frais, avec des personnages terriblement attachants, et de ci, de là, quand même des sujets qui sont un petit peu intéressants et qui ont un impact un petit peu dans la société, qui sont très bien traités avec beaucoup de justesse, beaucoup de légèreté aussi, ça passe tout seul, mais ça nous fait quand même réfléchir sur certaines choses. Et notamment, dans ce livre-là, on va suivre une romance entre un demi-frère et une demi-sœur qui ne sont absolument pas liés par le sang, mais juste par alliance, c'est-à-dire que le père de l'un a marié la femme, la mère de l'autre. Globalement, c'est ça. Donc, ils n'ont absolument aucun lien de parentalité, évidemment. On va pas traiter d'inceste, mais on va traiter de la vision de la société quant à ce couple qui fait quand même un petit peu tâche dans la famille. C'est en plus de ça un mariage qui est un petit peu compliqué. La vie de famille n'est pas toujours facile et on va vraiment traiter de ça. Évidemment également de parents divorcés, de parents décédés. Voilà, il y a énormément de sujets qui sont abordés dans cette saga qui dure un certain temps puisque il me semble qu'il y a 4 tomes, les 2 premiers tomes sont autour de ce couple-là et les 2 autres sont autour du petit frère de ce monsieur. Voilà, petit frère qui a toute son importance dans la duologie, je vous laisserai découvrir pourquoi. Incroyable enfant, dans le premier tome il est juste à croquer puisqu'il est tellement petit que voilà, il a cette façon de parler et je trouve qu'il est très bien faite de la part d'Emma Green, cette façon de parler un petit peu cassée, un petit peu, voilà, pas forcément française, avec des fautes, c'est juste adorable. Ça se passe du coup dans les Keys en Floride, donc évidemment le paysage et les environnements sont incroyables. Je n'ai rien à dire là-dessus. Et s'il y a bien un personnage que je retiens et qui a vraiment marqué, je dirais que dans tous les personnages qui m'ont marqué dans les romans, celle-ci en fait quand même partie, c'est la grand-mère de Liv. Voilà. Sa grand-mère est juste incroyable. Elle a à peu près l'arche de Noé chez elle. Elle habite dans mon imaginaire à moi. Elle habite une petite cabane au bord de la plage, toute colorée. Elle porte des longues robes hippies, pleines de couleurs. Elle a les cheveux lâches et elle vit comme ça de pâtisserie, de thé, de café et autres, entourée de tous ces animaux au bord de la plage. Bref, ça a l'air d'être juste une femme incroyable. Elle a toujours le smile, c'est incroyable et ouais, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié et que j'adore retrouver à chaque fois dans ces romans. Très honnêtement, ça fait très longtemps que je ne les ai pas relus. Là, de vous avoir présenté tous ces livres, ça m'a donné envie de les relire tous là pendant cet été, c'est incroyable. Là, c'est vraiment une série qui va être pour les jeunes adultes, je dirais grands adolescents, jeunes adultes, puisqu'il y a quand même des scènes qui sont assez explicites, beaucoup moins par exemple que dans After, si vous avez lu After, si vous avez eu ce courage, beaucoup moins que dans After. Mais il y en a quand même un petit peu, donc je dirais qu'il faut avoir 16-17 ans pour commencer à lire ce genre de livre. Mais et après voilà, il n'y a pas d'âge d'expiration, j'ai envie de dire, vous pouvez toujours le lire même à 80 ans si vous en avez envie, c'est très bien, faites. C'est très agréable à lire à tout âge, très honnêtement. Et sur la plage, ça a une saveur particulière, on ne va pas se le cacher, évidemment. On est un peu moins jaloux, j'ai envie de dire, de leur situation à eux, qui sont dans les Keys, en Floride, à bronzer sur la plage après les cours. Franchement, voilà, quand on est nous-mêmes sur la plage, c'est plus sympa de lire ce genre de livre.
Écoutez, je vais m'arrêter là du coup pour ma sélection du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à choisir ces 5 titres qui sentent bon l'été pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie encore d'être toujours de plus en plus présent sur ma chaîne. Je suis toujours très heureuse de pouvoir vous lire en commentaire. Je vous laisse du coup me dire ce que vous avez dans vos piles à lire à vous cet été, ce que vous aimez lire l'été, si vous avez des titres qui vous ont particulièrement marqué les étés derniers, ce que vous pensez lire cet été. J'aimerais beaucoup en savoir plus, peut-être que ça peut aussi me donner des idées à moi, qui sait. Je suis très contente de vous lire et de vous savoir de plus en plus présent. Merci encore une fois. Je vous laisse et je vous souhaite évidemment de très belles lectures jusqu'à la semaine prochaine puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!